Bonjour chers internautes et bienvenue sur ce plateau de Financial Afrique TV et bienvenue pour ce nouveau numéro du Grand Débat. Aujourd'hui, nous recevons Madame Rokhaya Kandji, directrice générale de l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion, IFAGE. À ma droite, nous avons Adama Wade, directeur de publication de Financial Afrique, et Monsieur Radsimon Dressi Rivolala, RDE et catalyseur de PME. Bonjour. Bonjour Madeleine. Bonjour. Le nombre, on l'a bien remarqué, le nombre d'écoles de commerce a de plus que doublé au cours de ces dernières années et elle se présente dès lors comme une alternative à l'Occident. Et un parfait exemple en est l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises IFAGE, devenu aujourd'hui une référence panafricaine dans le domaine et dont nous recevons aujourd'hui la directrice générale. Si le secteur, au fait, se développe actuellement, il va sans dire quand même qu'il reste critiqué sur ses critères d'accès, souvent basés sur le pouvoir d'achat et des parents et non sur le mérite. Adama Wade, Financial Afrique a décidé de porter ce nouveau numéro, le numéro 103 de Financial Afrique, sur les grandes écoles de commerce africaines. Pourquoi avoir choisi de ce sujet-là? Merci Amadi Gendoy, merci Madame Rokhaya Kandji, directrice générale de IFAGE, pour avoir accepté cette invitation à venir débattre avec nous de ce sujet ô combien important de la formation supérieure. Merci aussi à notre cher chroniqueur Rivo Ratiman Dressi. Effectivement, nous avons consacré pour le numéro de la rentrée un dossier sur les grandes écoles de commerce en Afrique. Alors, pourquoi ce dossier? Parce que tout simplement, c'est d'abord un secteur qui est porteur, qui est très important pour l'économie en général, puisque la formation du capital humain reste l'une des conditions sine qua non pour le développement. D'autre part, ces écoles de plus en plus nombreuses, de plus en plus variées, constituent une vraie alternative à l'Occident. Il y a quelques années, la seule voie, c'était d'envoyer ses enfants en France, au Canada, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'écoles de commerce sont créées sur le continent à travers plusieurs pays, dont le Sénégal, le Maroc, la Tunisie. Et ces écoles offrent une vraie alternative et elles restent aussi, par-delà tout, très compétitives en termes d'accès, en termes de prix, par rapport à leurs consoeurs de l'Occident. La transition faite, nous nous tournons vers Madame Kandji. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Pouvez-vous nous parler un peu de l'IFAGE, sa création, ses formations, un peu autour de la question? D'accord. Merci beaucoup, Madigen, pour la transition. Donc, IFAGE, qui est l'Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises, est un institut qui a été créé en 2008 par M. Mandao Kandji, qui est un ancien commissaire contrôleur en chef à la CIMA. Donc, après avoir passé 11 années donc en tant que commissaire contrôleur à la CIMA, donc il s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin, comme l'a dit tout à l'heure Adama, en termes de capital humain. Donc, c'est à l'issue de cette expérience qu'il a décidé de créer cet institut, qui est aujourd'hui un institut interafricain, parce qu'on a 18 nationalités. Jusqu'à Madagascar, on reçoit des étudiants, et c'est un institut qui est dédié aux métiers du secteur financier, donc tels que l'assurance, l'actuariat, la gestion des risques et la comptabilité contre l'audit. Et comment ça s'est fait, le choix de la formation, le choix des formations qui sont proposées au niveau de l'école? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choix se sont faits de par le vécu du fondateur, mais également de par le retour d'expérience que les différents DG des entreprises d'assurance et de banque ont eu tout au long de leur carrière. Ils se sont rendus compte qu'en Afrique, ils avaient un réel problème de ressources humaines. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont dit que c'était vraiment pertinent que l'Institut puisse se pencher sur des formations du secteur financier qui leur permettrait à la fin de la licence ou bien à la fin du master de pouvoir réellement avoir ce qu'on appelle des produits clés en main. Donc ils seraient vraiment prêts à
avoir sur le marché, qui pourraient pas être très chers parce qu'ils ont été formés localement, mais également compétents, donc ils pourraient aussi monter en grade donc, dans les années à venir. Et bien sûr, c'est pourquoi IFAGE a été créé. Okay. Et en termes de critères, qui peut intégrer l'IFAGE? En termes de critères, bon, tout dépend. Hein. Si c'est des métiers comme l'actuariat, il faut forcément avoir un bac scientifique parce que nous avons beaucoup de mathématiques. La formation est élitiste. Par contre, si c'est des métiers comme donc l'assurance, la comptabilité, contrôle, audit, le bachelor en international management, nous avons juste besoin d'avoir un baccalauréat de la série L, S ou G pour pouvoir l'intégrer. Bonjour Madame Kandji. Combien d'élèves vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, étudiants plutôt. Élèves, c'est plutôt pour le secondaire. Bien combien sûr. d'étudiants vous avez aujourd'hui? L'Institut a aujourd'hui 150 étudiants. Très bien. Oui. Et vous avez dit dans votre introduction, vous avez plus de 18 nationalités. Oui. Alors, est-ce que vous avez des statistiques à l'intérieur de l'école? Pourquoi, par exemple, là, vous avez évoqué tout à l'heure Madagascar, mon pays d'origine. Est-ce que vous avez une statistique en interne qui justifie pour que les parents envoient leurs enfants de 10 000 km, par exemple, demain pour venir à Dakar? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison est simple. Nous n'avons pas beaucoup d'écoles spécialisées dans certains métiers en Afrique, notamment que ce soit pour l'assurance, l'actuariat, la gestion des risques, la comptabilité, contrôle, audit. Donc, ils ont vu l'offre de formation. Ils savent qu'à la fin de la formation, les enfants forcément vont intégrer des entreprises financières. Ils n'hésitent pas à investir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des gens qui nous viennent du RD Congo, donc comme vous avez dit, de Madagascar, du Cameroun, d'Abidjan, du Niger, par exemple, parce qu'ils se disent, dans cette école-là, on sait qu'on a des étudiants qui sont formés pour des métiers précis. C'est-à-dire, nous, on n'est pas dans des formations généralistes bateau. Nous sommes plutôt dans des spécialisations qui commencent dès la 2e année. Ce qui fait qu'in fine, à partir de la 3e année, vous êtes capable déjà de commencer à exercer. Avec le niveau master, finalement, vous sortez cadre et vous pouvez travailler dans le middle management ou dans le top management. Très bien. Et je reste un peu dessus, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions? Je pense que Madjigen avait dit au départ, mais quelles sont les conditions pour accéder à votre école? Est-ce que c'est par concours? Est-ce que c'est par dossier? Si c'est par dossier, est-ce qu'il y a un oral? Est-ce qu'il y a un écrit? Comment ça se passe en fait? D'accord. Il y a toujours des tests d'entrée qui sont faits. Écrit, oral? Depuis post-Covid, nous faisons des tests par entretien oral avec le directeur des études. Donc, on suivi aussi d'études de dossier. Ça, c'est pour la formation en présentiel. Par contre, pour la formation en ligne, donc nous imposons un test online, donc ils font pour pouvoir quand même juger le niveau de ces personnes-là, parce qu'ils n'ont jamais fait l'assurance souvent, et ils veulent le faire. Donc, nous essayons quand même de faire un tri afin de nous assurer que nous avons l'intrant que nous avons est de bonne qualité, bien sûr, pour que à la sortie, justement, nous puissions avoir des produits viables et de qualité. Très bien. Comme c'est à la mode, peut-être après, je laisserai peut-être la parole à Dama pour qu'il pose aussi ces questions. Est-ce que j'ai deux dernières questions. Est-ce que vous avez les statistiques en termes de la répartition homme-femme à l'intérieur de votre école? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce féministe? Non, c'est absolument pas. Comme c'est à la mode. Comme c'est à la mode. Comme c'est à la mode. Donc, j'essaye de demander. Bon, plus sérieusement, est-ce que vous avez des statistiques? Oui. Un. Et deuxième question, est-ce que vous avez des statistiques sociologiques de l'origine sociale de vos étudiants? C'est-à-dire que sur les 160 que vous avez, actuellement, ou peut-être les 10 ou 15 ou 20 dernières années, en 2018, donc 15 ou 16 dernières années, est-ce que vous avez une étude sociologique qui dit, voilà, les parents étaient assureurs, c'est pour ça qu'ils envoient là-bas, est-ce des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires, voilà. Pour la première question, pour la répartition homme-femme, je pense que vous allez être content parce que nous avons 60% de femmes et 40% d'hommes. Non, je suis content. Oui. Voilà. Mais pourquoi je ne devrais pas être content? Donc ça, c'est le premier point. Non, mais c'est excellent. Mais c'est excellent, c'est elles qui bossent le plus. Donc c'est très bien. En plus, elles sont souvent meilleures que les hommes à l'école, donc il n'y a aucune raison. C'est vrai qu'il y en a quand même certaines qui ont des mentions, qui sont majeures de leur promo. Et surtout pour l'actuariat, nous en avions eu la première major de la première promo de IFAGE en 2018, promotion Jean Kakoudjagou, elle est d'origine burkinabé. Et c'est une dame. Et qu'est-ce qui explique ce penchant pour les femmes, pour ces écoles de commerce-là?
Bon, après, moi, je pense que c'est comme il l'a dit tout à l'heure, hein, tout dépend du background. Donc, quand vous avez des parents qui sont déjà conscients de l'importance de certaines formations du secteur tertiaire, qui voient la portée au niveau donc rendement économique, mais également perspective en termes d'emploi, souvent, c'est eux, moi, je pense, qui encadrent ces étudiantes-là, qui leur donnent assez de confiance à travers le leadership pour qu'elles puissent justement faire des miracles et arriver à des points peut-être où les hommes ne sont plus ou peut-être sont en retrait. Moi, je pense que c'est les parents en fait qui derrière poussent et je vais répondre à sa question. On a beaucoup de parents qui sont déjà dans le secteur et qui en connaissent la valeur. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Donc en termes de statistiques, moi, je peux dire en fait que 40% des personnes qui viennent au niveau de IFAJ, ils connaissent déjà les formations du secteur financier, ils en connaissent la portée. Et je pense que les 60 autres viennent de parents qui sont entre le milieu rural et le milieu urbain, mais qui ont déjà en fait ce flair à travers les portées, comme je l'ai dit, et les débouchés de ces formations-là, et qui peut-être à travers le témoignage des alumni, parce qu'on a presque 100% d'insertion professionnelle, ils ont vu des alumni 100% d'insertion professionnelle. Quand même, comment ça se passe? Ça veut dire que vos étudiants sont recrutés presque en dernière année? Même avant la dernière année, certains sont déjà recrutés. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai des DG qui m'envoient des mails pour me demander des CV, je peux même pas y répondre parce que tous mes étudiants en dernière année sont déjà pris en stage, embauche, pré-embauche ou bien même directement en CDI. Donc aujourd'hui, on commence pour vous dire, on avait déjà depuis le début ces problèmes, mais au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, vu que les produits sont testés et bons, c'est le bouche à oreille. Très bien. Et peut-être ça, là, vous me permettez de faire la transition par rapport au parcours académique de vos étudiants. Oui. Comment ça se présente? C'est-à-dire que vous avez dit effectivement, tant mieux, 100%, une école qui place à 100%, c'est le même niveau que demain que les écoles hyper compétitives, parce que je pense qu'ici, si les parents envoient leurs enfants à l'étranger, c'est justement ça, c'est pour pouvoir trouver de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur parcours académique? C'est-à-dire que est-ce que les stages sont obligatoires? Si c'est oui, à partir de quand déjà ils font des stages? Ça dure combien de temps les stages? Et est-ce que vous avez des entreprises avec qui vous avez signé des conventions pour effectuer les stages? D'accord. Les stages ne sont pas rendus obligatoires. Donc, parce que je pense qu'on n'a pas une législation comme à l'européenne où derrière les entreprises ont des incomes. Mais non, donc à partir de la deuxième année, le programme est fait de telle sorte que tous les cours de deuxième année déjà sont en cours du soir à partir du second semestre. Et tous les cours de spé également sont en deuxième année, ce qui fait Alors, qu'est-ce que spé peut-être pour spécialisation. Très bien. Donc, dès la deuxième année, les étudiants peuvent déjà commencer à travailler. Donc, en troisième année, clairement, c'est que des cours du soir. Donc là, ils sont dans le bain au niveau de la troisième année. Et les mémoires sont faits aussi en fonction justement des postes qu'ils occupent. Naturellement. Et en master, le train continue finalement. Et tenez-vous bien, on a même beaucoup d'étudiants qui ne se réinscrivent même pas en master. C'est-à-dire rien qu'avec la licence 3, ils peuvent évoluer et en fait vont après chercher à avoir un peu plus de fonds pour revenir quelques années plus tard et continuer le master. C'est juste pour vous dire. Alors, ça me permet de poser la question, je pense que tous nos téléspectateurs attendent, la scolarité. C'est-à-dire que combien, se fait. Voilà, frais d'inscription, combien, est-ce que vous avez une étude en interne, combien coûte, par exemple, donc j'ai compris, donc il y a une licence et master, oui. Combien coûte aux parents, parce que finalement, c'est eux pour le moment qui financent, les 4 ans ou du moins les 5 ans à l'intérieur de l'IFAJ? Après, je vais d'abord peut-être commencer par ceux qui n'ont pas le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les cas sociaux. Il y a certaines mairies avec lesquelles on collabore, donc ils offrent souvent une partie des frais de scolarité à travers des demi-bourses. Donc on a ce canal-là pour répondre à. Et c'est pris en charge 100% ou il y a une répartition? Non. En moyenne, ils prennent en charge juste pour une valeur allant entre 900 et 1000 euros.
sachant que la formation en Donc c'est moyenne... entre ouais, 500 000 et 600 000, 655 000. exactement. Ok. Sachant que la formation en moyenne, le coût pour une formation de licence en moyenne, on a 2 000 euros au maximum, on Donc c'est dépasse 1,5 million. pas. Donc Voilà, j'ai traduit en français. voilà, par Par an, an, oui. ok. 1 Donc million, ok, 1,5 million, voilà, donc c'est maintenant, 150 000 francs par c'est mois, ça. ok, Donc aux maintenant, alentours, si c'est ok. pour des formations poussées comme l'actuariat, voilà, là on va sur du, on peut dire, on va sur du 3 500 euros, 4 000 euros. Et là, D'accord, c'est donc parce 3 que c'est millions. pointu. Est-ce que en ça fait. ne pose pas actuellement le débat sur les coûts des formations ici en Afrique? Oui. Est-ce que ça ne fait pas de ces écoles des centres des centres élitistes que le commun, par exemple, du Sénégalais ou des Africains ne pourront pas intégrer dans ces écoles-là? Comme j'ai dit, on a des mécanismes, donc tels que les mairies, mais n'oublions pas aussi le 3FPT, donc le Fonds de financement pour la formation Donc professionnelle et 3FPT, technique. pour nos téléspectateurs, c'est un organisme au Sénégal qui finance les formations professionnelles. Non, c'est important parce que peut-être, Pour comme la nous avons des précision. téléspectateurs du monde entier, Oui. ils ne connaîtront pas nécessairement nos acronymes Ça, locaux. c'est un deuxième point, mais également, en Côte d'Ivoire, il y a le FDFP, donc le Fonds de financement aussi pour la formation professionnelle et technique. Donc aujourd'hui, si pour la formation en ligne, il y a des agents d'une entreprise en banque ou en assurance qui souhaitent faire la formation et que le DRH l'inscrit dans le plan de formation, le fonds de la FDFP de la Côte d'Ivoire, par exemple, rembourse intégralement des frais. Donc, c'est d'autres mécanismes de financement qui sont présents. Après, on a aussi des bourses. Hein. Donc, pour le master en actuariat, par exemple, que nous avons eu cette année avec l'African Risk Capacity Arc et Milliman Foundation, donc qui ont mis à disposition des bourses pour les Africains, donc qui souhaiteraient intégrer notre institut. Donc, c'est un troisième moyen de financement. Et après, bien sûr, le financement à Direct travers des parents. direct des parents. Et Qui souffrent beaucoup. Qui souffrent beaucoup, oui. Mais comme j'ai dit, ça en vaut le coup. Ça en vaut vraiment la chandelle. Donc, mais après, on fait des mensualités avec des frais d'inscription splittés sur 10 mois. C'est ce qui permet, moi, je pense aussi d'alléger le fardeau. On ne demande pas un paiement, donc un cash, one shot, non. On demande un étalement sur 10 mois, vraiment pour que les parents puissent derrière financer la formation par eux-mêmes. Alors moi, à vous écouter, j'ai l'impression donc que finalement, c'est les enfants des classes moyennes qui s'inscrivent dans des instituts comme IFAGE plutôt que des enfants un petit peu des classes populaires. Après, honnêtement, nous avons depuis 5 ans développé certains partenariats, par exemple avec l'Association des enfants de troupes du Prytanée militaire du Sénégal. Nous avons aussi offert des bourses aux anciennes, à une ancienne de Mariamaba. Donc nous pensons à toutes les classes, donc pour que aussi ils puissent bien sûr, mais ça c'est basé, on est d'accord sur les critères d'excellence. Donc des bourses d'excellence sont également accordées pour pouvoir aussi faciliter et aider bien sûr ces personnes-là qui peuvent pas avoir accès à la formation. Peut-être une petite précision, Madame Kandji. Quand vous dites bourse, en fait, c'est-à-dire que vous attribuez la bourse la première année ou c'est tout le reste, en fait? Tout le cursus. Dans tout le cursus chez vous. Il est Ok, offert. Très bien. Oui. Et est-ce que vous vous limitez seulement à notre petit village francophone africain ou bien vous formez aussi des gens en anglais, en portugais ou dans d'autres langues? Oui, c'est vrai qu'on a un centre de langue en interne qui a été mis en place pour la formation professionnelle en anglais. Mais nous allons signer, je profite de cette occasion pour vous inviter solennellement, ce lundi 25 au Novotel de Dakar pour la signature d'un MOU, donc un protocole d'accord, avec The West African Insurance Institute qui est basé à Banjul, pour que qu'à partir de cette rentrée de janvier 2024, tous les étudiants de la zone anglophone, à savoir Nigeria, Sierra Leone, Liberia, the Gambia, par exemple, puissent venir à Dakar au niveau du campus de IFAGE pour bénéficier de ces formations bilingues, donc en actuariat. Donc c'est pour vous dire que nous sommes aussi en train de mettre en place des dispositifs afin que les Africains, bien sûr de la partie anglophone, puissent venir rejoindre notre lot d'Africains de la partie francophone afin de construire les élites du secteur financier de demain. Et comment est né ce partenariat qui, je le rappelle, sera signé lundi à Dakar?
Ce partenariat est né donc du fait que lors du dernier Assemblée générale de l'OAA qui s'est passée en Algérie. Alors, OA, c'est l'acronyme l'organisation qui concerne les africaine assureurs. des assurances. Voilà, très bien. Ok. Voilà, donc nous avons fait un meeting avec tous les directeurs, bien sûr, d'écoles d'assurance, donc de toutes les zones, mais plus anglophones. Et justement, nous nous sommes dit, la Gambie est juste à côté de nous. Et c'est une école inter-État, justement, qui appartient à la CEDEAO. Pourquoi ne pas construire un partenariat durable pour développer ensemble une formation qui est existante, mais aussi une formation dont le marché anglophone actuellement a besoin. Donc, la réglementation de ces pays-là leur impose au niveau de leur board et au niveau de leur comité de direction d'avoir des actuaires qualifiés, full qualified actuaries. C'est vrai que nous n'en sommes pas là, mais aujourd'hui, l'idée serait que nous puissions former également ces étudiants-là qui ont déjà de bons backgrounds en mathématiques, statistiques, plus nos étudiants, donc le melting pot entre ces étudiants de la zone CEMAC, de la zone CEDEAO, des deux parties, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment avoir un fort réseau d'actuaires qualifiés pour tout le marché africain. C'est ça l'objectif de ce partenariat. Très bien. Je voudrais un peu revenir peut-être par rapport à votre corps professoral. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les personnes, les profils des personnes qui donnent les cours à l'intérieur de l'IFAGE? Est-ce que ce sont des professeurs donc d'universités agrégés ou c'est plutôt en fait des professionnels qui viennent des différentes sociétés d'assurance ou de réassurance dans la place? Nous avons cette fertilisation croisée entre le monde professionnel, mais également le monde académique. Parce que comme vous savez, nous sommes dans le LMD. Et qui dit LMD, nous avons besoin des professeurs de rang A, licence. Un analphabète comme moi, c'est licence, master, doctorat. D'accord. Donc, à partir du master, il faut forcément avoir des professeurs de rang A. Du CAMES, qui doivent intervenir au niveau de l'Institut en termes de... Le Conseil des orientations malgaches pour l'enseignement supérieur. Malgache. C'est important. Tu prépares les émissions, madame? Voilà, donc nous avons besoin de ces grands rats-là qui doivent encadrer les mémoires, qui doivent donner certains cours, certains travaux dirigés. Mais en plus de ces enseignants-là, nous avons beaucoup de professionnels, bien sûr, du secteur qui viennent donner des cours, des dirigeants. Le matin, comme je le dis, ils finissent de traiter leur dossier et l'après-midi, ils viennent soumettre ces études de cas pratiques là aux étudiants. Et c'est ce qui fait justement la force de IFAGE. C'est vraiment cet aspect professionnel là qu'on vend et c'est ce qui nous vaut ce taux d'insertion professionnelle élevé naturellement. Très bien. Et ça me permet d'enclencher sur notre question. Quelle est la place, peut-être pour élargir un peu plus le débat, quelle est la place de l'entrepreneuriat, comme c'est quelque chose aujourd'hui qui est souvent promu, du moins qui est encouragé, par rapport à votre enseignement? Parce que tout à l'heure, effectivement, vous avez dit 100% de vos élèves, du moins de vos étudiants ont un taux de placement, bien. Donc, ils trouvent tous du travail, c'est très bien. Mais ça, c'est l'ancien monde, ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ça, c'est pour travailler pour quelqu'un. Or que cette jeunesse, aujourd'hui, ils voudraient monter leur propre, peut-être, compagnie d'assurance. Ils voudraient peut-être monter leur, propre compagnie de réassurance. Ils voudraient peut-être, on a parlé en préparant l'émission, ou du moins au niveau du courtage. Donc, quelle est aujourd'hui la place de l'entrepreneuriat dans la formation et dans le parcours académique de vos étudiants? L'entrepreneuriat occupe une place centrale au niveau de l'Institut. Parce que même avec une licence, normalement, vous pourrez déjà travailler en tant qu'intermédiaire, agent général. Mais est-ce que le système les encourage? Est-ce que vous les encouragez? Vous avez toutes les bases pour pouvoir, honnêtement, réglementaire, ensuite technique pour pouvoir le faire, en plus des cours de coaching qu'on fait aux étudiants pour accompagner ces étudiants-là vers l'insertion. Mais clairement, les étudiants peuvent le faire. Après, derrière, nous avions aussi lancé en 2018 un programme spécialisé en intermédiaire d'assurance, par exemple. Mais c'est ça le but. Le but, c'est de former des intermédiaires d'assurance en 6 mois, juste pour qu'ils puissent, après les 6 mois, aller à l'ADER pour avoir des financements, pour pouvoir ouvrir un cabinet de courtage ou bien de pouvoir ouvrir des multiservices pour faire beaucoup de services. Et nous avons eu des étudiants qui ont eu l'opportunité, justement, après cette formation, d'ouvrir, de se regrouper, d'ouvrir des multiservices, de vendre des produits d'assurance, mais également des services de banque et de mobile money. Donc, c'est pour vous dire également que, bien sûr, l'entrepreneuriat occupe une place centrale au sein de notre institut.
Et est-ce que l'école les accompagne dans ces démarches-là? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de financement, je le dis, c'est souvent compliqué. Mais après, dès qu'on sait qu'il y a l'initiative derrière, oui, nous essayons quand même de les En fait, mettre en rapport pas forcément que pour le l'école financement. mette ses Oui, moyens, oui. mais que l'école Coaching. les accompagne Oui. à trouver les moyens nécessaires. Par exemple, au niveau des banques ou autres organismes de l'État, à pouvoir trouver les financements nécessaires pour se lancer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à travers ce coaching et ce suivi-là que nous, derrière, on essaie de... Parce qu'on a des partenaires, on a des personnes un peu partout, oui. On fait souvent le linking pour vraiment faciliter, comme j'ai dit, la réussite des projets d'entrepreneuriat que ces étudiants-là ont. Ok. Je sais que dans les business schools étrangers, un des critères de choix des étudiants, donc qui montent aussi dans leur classement, donc le classement de Shanghai tel qu'était que Adama Financial Afrique a repris dans son dernier numéro, ou le dernier classement QNS Cocardelli Simons en fait pour les universités européennes. Les partenariats des universités, des business schools avec des business schools ou des universités étrangères en fait a une place prépondérante. Est-ce qu'aujourd'hui, IFAGE, est-ce que vous avez un programme d'échange? Par exemple, quand ils commencent leur cursus ici à Dakar, et je sais pas, ils finissent le cursus à Banjul ou à Lagos ou je sais pas à Johannesburg ou je sais pas. Au Canada, parce que je pense que ce qui est beaucoup demandé. Mais je voulais pas aller jusqu'à là justement. Donc je vais d'abord commencer par l'Afrique et puis peut-être après poser la question pour l'Europe, en sachant que l'Europe maintenant c'est le vieux monde, Adama. Je suis juste étonné que nos étudiants ne demandent jamais partir en Asie, pourtant c'est l'avenir. Mais voilà. Donc est-ce que je vous pose la question, est-ce que les étudiants d'IFAGE aujourd'hui, est-ce que vous avez des accords pour que les étudiants durant leur parcours, durant leur cursus, puissent passer quelque temps dans d'autres pays africains? Je vais utiliser votre demande pour dire pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas à aller en Asie. C'est tout simplement parce que avant d'aller en Asie, ils ont un job. Donc pourquoi aller en Asie alors que j'ai déjà un job dans mon pays? En fait, c'est ça la différence, comme je le disais, de IFAGE. C'est qu'aujourd'hui, on offre une formation qui vous permet, même avant la sortie, d'avoir un job. Donc, un emploi. Produit clé en main. Donc après, l'étudiant va se dire, mais pourquoi je vais aller à l'étranger si je sais qu'après je peux avoir... En termes d'ouverture. En termes d'ouverture, c'est très important. Ça, c'est un premier point. Mais depuis 3 ans, ma politique de développement, donc depuis que j'occupe le poste de directrice générale, est de travailler sur ces partenariats-là. Je pense que l'année dernière, nous avons signé un partenariat avec l'University of Anahuac, Mexico, donc qui est la 3e plus grande université privée du Mexique pour des programmes d'échange en actuariat, en bachelor et en master en Mexique. Nous avons également signé un partenariat donc l'année dernière avec l'ESC Pau en France. Même chose, donc pour les étudiants qui ont une licence en CCA chez nous, comptabilité, contrôle, audit, peuvent continuer en audit expertise comptable à l'ESC Pau. Donc et juste après, ils sont exemptés justement des 5 crédits et ils en feront que 2 donc pour devenir expert comptable. Et on a signé encore récemment avec l'ESC Clermont-Ferrand en France aussi, pour toujours des accords de partenariat encadrés pour la continuité, pour les licences qu'ils offrent. Nous aimons bien la France, Adama, comme ça, tu vas être content là. Nous aimons bien la France. Hein? Moi, ce qui me... excusez-moi de oui. ne pas interrompu. Oui. En fait, ce qui me frappe, c'est vraiment ce taux d'insertion de 100%. Ça montre une chose. Soit le secteur de l'assurance est vraiment porteur aujourd'hui et dans une forte croissance, même si son taux de pénétration est encore très faible. Soit vous devez agrandir vos murs, si on se base sur la théorie économique, vous devez élargir, construire de nouvelles écoles, à moins que vous ne soyez confronté en tant qu'entreprise africaine aux difficultés des entreprises africaines dans leur phase de croissance. Parce que souvent, c'est là où on a besoin de financement et de capitaux. Et là, les capitaux ne viennent pas. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de défi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, toutes les écoles, la majorité en tout cas des écoles au Sénégal et en Afrique sont réellement confrontées à ce défi-là. Donc, il y a des besoins en termes de foncier, il y a des besoins en termes de recrutement et même en termes de formation.
mais également, on a un réel défi d'ordre fiscal. Alors, dites-nous, alors, c'est quoi? Ça Donc, m'intéresse. actuellement, toutes les écoles, et toutes les dernières réunions que nous tenons, que ce soit au niveau du FEPES, Fédération d'établissements privés d'enseignement supérieur, du CUDOPES, qui est le cadre unitaire maintenant qui régit toutes les 3 organisations d'instituts, mais nous avons tous les mêmes problèmes avec le fisc. C'est-à-dire aujourd'hui, on subit presque le même traitement que les entreprises. Exactement. Donc, on a des besoins en fourniture, on a des besoins en mobilier, on a des besoins donc en produits, en logiciels. Et malheureusement, nous ne pouvons pas être exonérés. Et aussi... Mais pourquoi en fait vous voulez être exonéré? Parce que l'ensemble des PME de ce pays, parce que là c'est intéressant en fait votre remarque, c'est-à-dire que une école c'est une entreprise comme une autre pour moi, même si le secteur est différent, c'est-à-dire que quand on fait une école, on dispense quand même une éducation, on dispense du moins des instructions. C'est pas la même chose que demain si on vend un beignet. Mais pourquoi vouloir demander quelque chose de spécifique en fait uniquement pour votre secteur? Parce que tous les PME, par exemple, moi dans le cadre de notre travail, il y a des PME, moi-même je suis une PME, mais il m'est pas arrivé en fait l'idée de demander à l'État demain de m'exonérer. Ce sont des produits, j'ai bien précisé par exemple des logiciels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple donc d'intrants que nous avons besoin pour faire de la valeur ajoutée. Je donne un exemple simple. Par exemple, si on prend aujourd'hui, par exemple en comptabilité, le logiciel SARI. Sans donner de marque. Je ne fais pas excusez-moi pour la pub, mais il faut que j'aille dans le détail. Nous savons tous que pour la comptabilité, les étudiants devront forcément faire cette application-là en classe. Mais pourquoi l'école ne fait pas cet investissement? L'école fait cet investissement, certes, mais honnêtement, on se dit, si peut-être on avait eu des exonérations par rapport à certains logiciels, on aurait pu, par exemple, prendre ce fonds-là et le mettre ailleurs. Est-ce que c'est uniquement la TVA? Parce que là, tel que vous me dites, c'est uniquement la TVA que je vois, en fait. C'est la TVA de 18%. Oui, pour le moment, comme j'ai dit, il faut qu'on y aille step by step. On ne peut pas aussi, à un moment donné, tout revendiquer. On se dit, pour certains produits, pour certains logiciels qui rentrent en droite ligne avec nos formations, nous avons besoin, par exemple, d'exonération. Ça, c'est un step. Deuxième step, nous allons dire, peut-être, en termes de traitement, par exemple, pour la selle, est-ce que c'est pas possible, par exemple, parce qu'on sait qu'au niveau de la selle, par exemple, ça dépend. Quand vous êtes dans la formation professionnelle, quand vous êtes dans l'éducation nationale, je précise, vous n'avez pas les mêmes obligations et contraintes que quand vous êtes dans l'enseignement supérieur privé. Donc, c'est des jeux de mots, souvent même que les fiscalistes, en fait, les juristes ont des problèmes d'interprétation des fois, et c'est vraiment important. Je reviens encore sur certains aspects. Par exemple, nous avons des partenariats avec certaines écoles. Des fois, il y a des redevances à payer. Vous voyez, il faudra les envoyer, c'est par compte bancaire, de compte à compte, il y a des frais, etc., etc. Donc, on se dit qu'il y a une taxe donc par rapport à ces frais-là qui sont payés. Peut-être que comme c'est pour un partenariat de pays à pays, on pourrait peut-être être exonéré, vous voyez, pour certaines choses, sachant que c'est pour un diplôme, c'est pour une double diplomation, c'est vraiment pour de la valeur ajoutée pour le programme. Oui, mais ça c'est uniquement pour votre secteur, mais peut-être. Oui, mais pourquoi ne pas demander justement? C'est-à-dire que moi, à titre personnel, c'est très intéressant votre remarque en fait, parce que je fais partie de ceux, par exemple, qui sont contre tout ce qui est zone économique spéciale, les exonérations, parce que vous voyez, ce qui fait le succès de la Chine aujourd'hui, du moins le port de Shanghai, c'est ce qu'on essaie de faire pour Diaminadio, parce que du coup, vous regardez. Vous venez, vous dites, OK, vous êtes une école. Vous allez demander voir l'État, dire, écoutez, nous, on a besoin d'investir, mais il faut que vous nous fassiez des exonérations. Les miniers viennent, ils disent, non, nous, on veut investir, mais il nous faut des exonérations. Maintenant, on a le gaz et le pétrole, ils viennent. Vous voyez, à la fin, en gros, qui est-ce qui paye, en fait? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye. Et la base, en fait, l'assiette fiscale, du coup, se réduit et il est systématiquement supporté par les toute infime minorité que sont les PME, parce qu'il y a des PME qui payent. Donc peut-être que c'est bien de faire de lobbying, ça du moins c'est important, mais c'est intéressant juste en fait que pour moi les écoles devraient
être géré comme demain comme une entreprise. Une entreprise doit faire des investissements. Bien Et sûr. quand vous faites des investissements, forcément, vous demandez du moins des avantages à l'État, mais en contrepartie, il y a quoi? Bon, là, je suis d'accord, l'école, on devrait davantage, s'il faut choisir entre les mines et l'école, j'accorderais volontiers à titre personnel des avantages aux écoles par rapport aux mines. Des personnes ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, parce qu'ils vont dire que les mines viennent avec des capitaux pour créer, etc. et tout. Mais moi, je trouve que c'est important. Mais je trouve juste que on devrait inculquer, parce que là, on échange, le fait que l'investissement, en fait, doit être fait par tout acteur économique pour moi. C'est-à-dire que dès que vous vous considérez comme acteur économique, vous devez, en fait, vous assumer vos investissements. On ne doit pas attendre de l'État. Et moi, et puis je finis juste dessus, ce que je trouve intéressant, c'est de demander une réforme fiscale globale. C'est pas uniquement l'école, parce que si l'école fait, à un moment donné, d'autres secteurs aussi, demain, vont venir demander. Les hôtels vont dire, bon, eux, ils ont déjà un TVA qui est déjà un peu plus réduit. Voilà. D'autres secteurs, la mobilité, comme là, ça monte en puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être c'est une demande beaucoup plus globale. Peut-être ça va peut-être au fils d'un futur article ou enquête de Financial Afrique, beaucoup plus global, sur le fait qu'on demande une réforme fiscale de l'ensemble de l'écosystème, parce que la dernière réforme qui était au Sénégal, c'était en 2012. Mais après, n'oubliez pas que l'école, à la base, elle a pour vocation, normalement, d'œuvrer pour le développement social et humain. C'est pour ça que je dis que moi, je suis Voyez? d'accord. Exactement. Et Et n'oubliez pas aussi que nous, les bourses qu'on donne, hein, donc derrière, nous faisons beaucoup d'actions RSE. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, peut-être, on va travailler sur des échanges. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire, OK, pour une école, par exemple, qui donne des demi-bourses, voilà, ou qui donne des bourses d'excellence, ou bien qui montre le bon exemple, qui essaie d'intégrer, parce qu'on est clair que l'État ne peut pas donner des bourses à tous les étudiants du Sénégal qui ont peut-être plus de 15 de moyenne ou 16 de moyenne. En contrepartie, OK, peut-être, là, je suis d'accord. Vous voyez, parce qu'on fait souvent beaucoup d'actions. Oui, en crédit, par exemple, c'est des solutions sur lesquelles nous pouvons travailler et volontiers nous accepterons, parce que nous ne sommes pas là aussi que pour faire, attention, de l'argent. D'accord. Nous sommes dans le business, mais nous faisons un business également Une green. mission de service public. Voilà, une mission de service public avant tout. Et ça me permet de vous poser la question, justement, le business model d'une école de commerce comme la vôtre aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vous obtenez, c'est-à-dire, OK, il y a les frais d'inscription et puis les frais de scolarité, du moins c'est comme ça qu'on appelle, du moins des étudiants, donc ça c'est une Scolarité. première source de revenus. Est-ce que vous obtenez des subventions de l'État? Est-ce que vous obtenez des subventions c'est une question? D'accord. Et ça me pousse à vous poser la question, quels sont vos rapports actuellement avec l'État du Sénégal? Si on sait qu'il y a quelques années, l'État du Sénégal a lancé un programme de bourse pour les étudiants au niveau des écoles privées. Et où en est actuellement cet accord-là, ce projet? Personnellement, en ce qui concerne IFAGE, nous n'avons pas de boursier de l'État. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de la place, justement, qui ont eu à adhérer à ce programme. Et pourquoi? Vous n'avez pas été choisi par l'État ou Non, il y a d'autres facteurs qui non, entrent je en pense compte? qu'on a eu juste à faire une année, ce programme pour 1 an. Donc, et finalement, nous avons décidé tout simplement de ne pas continuer. Voilà, parce que derrière, il y a beaucoup d'endettement, que les écoles, clairement, que les écoles ont. Il y a beaucoup d'écoles qui sont en difficulté. En 2018, on parlait de 16 milliards de francs CFA de retard de paiement. Exactement. La, Et donc, la dette. la dette aujourd'hui, il y a des écoles qui, malheureusement, commencent à fermer boutique à cause de cette dette. Donc, nous, en fait, nous avions compris que c'était pas viable et nous avions tout simplement décidé de ne pas y adhérer. OK. Et dans un cadre plus global, moi, je voudrais entrer dans la question du poids actuellement des diplômes de ces écoles de formation-là sur le marché du travail. Parce que si les écoles de commerce doivent être une alternative à l'Occident, il faut que ces diplômes-là aient un poids au niveau du marché du travail. Et quand je dis ces écoles, je dis l'IFAGE, je dis les autres aussi qui sont sur le secteur. Et quelle réponse est-ce que vous apportez à cette question-là? Après, comme vous dites, l'ANAQ-Sup, donc l'Autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur, a été créée en 2013. Et justement, ils sont venus pour assainir le marché. Aujourd'hui, ils vous disent, dès que vous démarrez, normalement, vous avez l'agrément. Après 1 an, il faudrait automatiquement aller vers ce qu'on appelle l'habilitation institutionnelle. Et normalement, avec cette habilitation institutionnelle,
le directeur général de l'Institut a le pouvoir maintenant de signer lui-même le diplôme de l'étudiant. Alors qu'auparavant, c'était pas possible justement d'avoir ça. Et également, avec cette habilitation institutionnelle, normalement, on est dans l'égale dignité publique-privée. C'est-à-dire un étudiant qui est dans une école déjà avec l'habilitation institutionnelle, avec des diplômes reconnus, par exemple, par l'ANAQ-Sup, peuvent maintenant, au même titre que les écoles publiques, postuler donc au niveau de la fonction publique, au niveau de certaines entreprises publiques, parapubliques, pour avoir justement leur premier emploi. Donc, mais est-ce que dans un cadre plus global, par exemple, avant, les diplômes africains, disons, ne faisaient pas le poids quand on sortait vers l'Europe, par exemple. Mais actuellement, si on veut garder les étudiants africains ici dans le continent, il faut que ces diplômes-là puissent avoir du poids. Si par exemple, un Sénégalais veut aller travailler en France, il faut que ces diplômes des écoles privées sénégalaises soient reconnus là-bas. Oui, je pense que Campus France, d'ailleurs, l'année dernière, a décidé de bloquer tous les visas d'étudiants obtenus après le mois d'octobre pour que ces étudiants-là n'aillent pas en France. C'est-à-dire aujourd'hui, Campus France dit que quand un diplôme n'est pas reconnu par l'ANAQ-Sup, automatiquement, peut dire que le dossier est rejeté. Donc Campus France, en fait, depuis l'année dernière, justement, a posé maintenant cette condition sine qua non pour l'obtention, justement, d'une admission. Et ça a d'ailleurs créé beaucoup de tollé au niveau, nous, de nos écoles. Donc, pas pour nous, parce que nous avons quand même nos accréditations. Mais honnêtement, je ne vais pas vous mentir, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont eu ces difficultés-là. En plus de ceux, déjà, il y a la dette. Et vraiment, là, bon, après, je pense aussi que ça a permis à ces écoles-là rapidement aussi de venir suivre le nouveau process. Cette année, il y a eu beaucoup d'écoles qui ont postulé pour l'accréditation et on sera obligé, nous, derrière, de suivre parce que la compétition, elle n'est plus locale, maintenant elle est internationale. Je vais rester un peu sur le business model des écoles, si vous voulez, Madame Kandji. Dans une école comme la vôtre, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que dans votre compte d'exploitation, dans le réseau d'exploitation, quel est le poste en fait de mec qui pèse le plus? Est-ce que la partie RH? Est-ce que c'est la partie, je sais pas, investissement? Vous avez parlé tout à l'heure de moins de logiciels. Est-ce que c'est la partie technologique? Je sais pas. Qu'est-ce qui coûte le plus? Prestation de service. C'est-à-dire le RH en fait. Oui, RH au niveau du corps enseignant. Donc, tous les enseignants ne sont pas des permanents. Nous avons beaucoup de prestataires, donc des vacataires. Plus précisément, c'est le terme qu'on utilise, qui nous viennent du milieu professionnel et c'est lourd. Très bien. Voilà. Ok. Et quand vous avez parlé tout à l'heure du moins de vos étudiants qui trouvent du travail à 100%, est-ce que vous avez des statistiques en termes de leur rémunération du départ? C'est-à-dire, est-ce que à l'intérieur de l'IFAGE, donc j'ai deux questions. Un, est-ce que vous avez les chiffres à combien ils sont payés en moyenne leur première année? Et aujourd'hui, c'est-à-dire que, deuxième question, est-ce que vous avez des statistiques en interne? Parce que ça, c'est par exemple les statistiques qu'on vous demandait à les grandes écoles occidentales. Ils les ont tous, bon, asiatiques, je connais moins, mais je pense que les asiatiques devraient l'avoir également. Au bout de X temps, où est-ce qu'ils sont vos étudiants? Ils occupent tel poste et leur rémunération est en moyenne à combien? N'oubliez pas que le problème de l'Afrique majeur, c'est les données. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des problèmes. Justement, vous êtes une école donc normalement en plus actuaire. J'ai compris. Je m'explique. Les données ne viennent pas de nous. Les données viennent des entreprises. Donc si aujourd'hui nous avons une entreprise, par exemple pour sa politique RH, ils ont leur grille. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas forcément avoir accès à la grille. Donc il y a certaines grilles. Le salaire est tabou chez nous. Justement, j'en viens. Donc, comme j'ai dit, je parle des data. Donc, c'est les données, justement, oui, mais qui sont on peut pas avoir une disponibles. moyenne par rapport à Tout par dépend rapport au des secteur. entreprises. Moi, j'ai des entreprises qui me disent, écoutez, Madame Kandji, je ne vais jamais accepter de prendre un étudiant de IFAGE sans au moins lui donner 80 000 francs. C'est un exemple que je donne. Et l'étudiant n'a pas encore la licence. Il y a d'autres qui vont dire, écoutez, nous, on n'a pas 80 000 francs, mais peut-être on va vous donner 60 000 francs. Je donne juste des exemples. Tout dépend de la politique de l'entreprise. C'est vrai que nous avons des conventions avec certaines entreprises, mais, excusez-moi, comme j'ai dit, l'Afrique a encore beaucoup de choses à faire en termes de réglementation, en termes de conventions, écoles, entreprises et même État employeur pour vraiment nous faciliter certaines choses.
Donc aujourd'hui, donc, on n'a pas les chiffres en fait. Donc quand un étudiant sort de l'IFAGE, par exemple actuaire de l'IFAGE ou du moins contrôle, audit et gestion, tel que vous avez dit, ou j'ai vu aussi du moins sur votre plaquette en marketing, on ne sait pas à combien à peu près en moyenne ou du moins quelque chose, à combien en fait on le recrute. Comme je vous ai dit, tout dépend de la politique des entreprises. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement la moyenne, mais comme je vous dis, chaque entreprise avec son degré de rémunération. Mais ce qui est clair, c'est que je sais quand même que la plupart, honnêtement, sont bien payés. Ça, j'en suis sûre. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai une question, c'est par rapport toujours à l'accès. Est-ce que les étudiants peuvent accéder par crédit étudiant, comme ça se fait ailleurs? Dans votre école, y a-t-il des cas qui sont passés à travers l'une des nombreuses banques dont Rivo parle souvent dans nos émissions? Bon, le crédit étudiant, je pense qu'il n'est pas encore trop développé. Par contre, nous avons des étudiants de master, comme je vous l'ai dit, qui ont déjà eu à faire leur expérience professionnelle, qui ont déjà des CDD, des CDI, qui sont obligés pour continuer le master, justement, de faire recours à ces crédits-là. Donc, après la licence, après le boulot, qu'il le contracte. Mais ça, c'est intéressant de moi ta question, Adama, parce que comme tu le sais, aux États-Unis, le secteur d'éducation, c'est un des secteurs le plus financiarisés, un trilliard de dettes. C'est-à-dire 1000 milliards de dettes estudiantiles. Je dirais même 1600 milliards. Voilà, très bien. Donc, on voit bien aux États-Unis, c'est vraiment un vrai business. Par exemple, comme le président Obama, c'est quand il est élu président, grâce à la vente de ses livres, qu'il a fini de payer, en fait, du moins, Harvard. Et là, du coup, ça m'inquiète, parce que si c'est quelque chose que là-bas, ils essaient de s'en défaire, parce que c'est un problématique chez eux. Bon, aux États-Unis, c'est toujours, voilà, c'est toujours grand. Le système américain, voilà. Mais même en France, ans, oui, effectivement. Mais donc, justement, donc, c'est intéressant ta question, parce que si tu poses la question de est-ce que le crédit étudiant, donc ça veut dire donc on doit s'endetter, c'est-à-dire qu'on va démarrer la vie avec de la dette. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau chez nous. En Occident, c'est tout le monde est endetté. C'est ça leur modèle. Et justement, c'est ce modèle-là qu'on veut pas. Aux États-Unis, en Europe aussi, parce que quand tu vas aller voir HEC ou etc. et tout, mais tu es obligé du moins de prendre un crédit. Donc la question, c'est que est-ce que c'est le modèle vers lequel, donc je pose la question, est-ce que c'est vers ce modèle d'endettement des étudiants qu'on va aller? Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? D'ici les 10 prochaines années, clairement, il faudrait qu'on y aille. Parce qu'on est d'accord qu'il y a de ces diplômes-là. Si, comme vous l'avez dit au niveau de votre titre, nous souhaitons que ces écoles-là soient des alternatives pour le continent africain, pour éviter la fuite de cerveau, bien sûr, il faudrait réellement que nous développions d'autres mécanismes. Parce que nous savons tous que la ressource humaine est présente, nous savons que la matière grise est présente et nous savons aussi que les instituts sont présents. Mais derrière, ce qui manque, comme vous l'avez dit, c'est le financement. Mais en quoi, en fait? Parce que finalement, si vous avez tout ça, en quoi le financement est un frein par rapport... Voilà, vous avez les ressources, vous avez les matières premières. Et en quoi le financement, en fait, j'aimerais comprendre, en quoi le financement vous freine à faire ce que vous devez faire? Vous avez la réponse, c'est réellement un problème de pouvoir d'achat. Nous avons réellement un problème de pouvoir d'achat parce que pour pouvoir... Des parents, vous voulez dire? Des parents, premièrement. Deuxièmement, des étudiants eux-mêmes. Et pour pouvoir accéder à certains diplômes de prestige, il faut forcément recourir, comme vous avez dit, à un crédit. Et il y a aussi un problème général d'accès au crédit, parce que nous sommes quand même dans des systèmes où le crédit au ménage est très peu développé. Et là, ça handicape aussi le système. Les classes moyennes, puisque c'est elles qui supportent en fait le système. Et ça pose aussi le débat du rôle des banques. Je pense que quand même, j'ai vu dans la ville, en circulant dans Dakar, quelques panneaux publicitaires sur des crédits étudiants. Que des banques proposent. J'ai vu au moins 2 banques, mais comme Amadigen interdit de prononcer le nom de quelques-unes de ces généreuses banques, je vais m'abstenir d'en prononcer le nom. Mais il y en a quand même. La question est intéressante, mais on va devoir clore ce débat parce que le temps imparti touche à sa fin. Alors, dans un dernier tour de table, je vais essayer de poser la question à savoir... Au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, est-ce que ces écoles privées de commerce maintenant peuvent être vues comme une alternative à l'Occident? Alors, moi je dirais plusieurs réponses. Première réponse, je vois que le monde anglophone est beaucoup plus en avance par rapport au monde francophone. Dans le top 5 que nous donnons ici, sur la base de plusieurs critères, je pense que c'est très important ici de parler de ces
critères pour un peu situer tout le monde. Frais de scolarité, programmes offerts, réputation, partenariats internationaux, langue d'enseignement. Il n'y a qu'une seule école francophone. Donc ça montre quand même que peut-être toujours ce biais anglophone francophone, il existe aussi dans les écoles. Deuxièmement, c'est que les écoles qui sont spécialisées comme IFAJ rencontrent beaucoup plus de succès puisqu'elles travaillent dans la perspective d'une réponse à une demande. Et en l'occurrence, c'est la demande des acteurs. Il n'y en a pas beaucoup dans notre zone, dans la zone CIMA, 14 pays. Donc, il n'y a pas beaucoup aussi d'assureurs, même si pourtant on dit que nous avons beaucoup de compagnies d'assurance, mais je pense que des assureurs bien formés, il n'y en a pas beaucoup. Et le secteur, il est en pleine croissance, puisque quand on parle d'un taux de pénétration de seulement 2%, on peut voir la perspective de croissance qui reste. Maintenant, quant à l'alternative à l'Occident, oui, parce que tout simplement, au vu des niveaux de frais de scolarité que nous avons ici en Afrique, on peut dire que les écoles occidentales coûteraient peut-être 8 à 9 fois plus cher. Et en plus, il y a les obstacles liés au visa. Il faudrait aller, venir, se déporter dans des univers nouveaux, même si quelque part le biais entre le diplôme occidental et le diplôme africain, il persiste. Mais là, c'est un peu lié à la psychologie générale des anciens colonisés que nous sommes. Même si en termes de qualité, je sais bien qu'en termes de qualité, une école comme IFAJ n'a rien à envier à ses consoeurs de l'autre côté du continent. Alors, Madame Kandji, votre dernier mot. Je vous remercie pour la qualité des échanges qui étaient Merci vraiment à vous. très intéressants. Nous avons balayé plusieurs sujets. Et donc j'espère encore donc vous revoir très bientôt pour d'autres thématiques et pour d'autres événements. Je vous remercie. Alors, Revo, votre analyse? Merci en tout cas pour le débat, c'était très intéressant. Merci à Madame Kandji. On a beaucoup mieux appris. Du coup, j'ai appris sur IFAJ et puis le fonctionnement de l'école de manière générale. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce grand débat de Financial Afrique et je rappelle que le grand dossier de ce mois porte sur l'Afrique avec les écoles de commerce, une alternative à l'Occident. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueurs et à notre invité. Et rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de grand débat. Merci.